Tu crois que les gens du Moyen-Âge étaient tous des saints, priant toute la journée et évitant toute activité sexuelle? Tu crois qu'ils passaient tout leur temps à l'église à fuir toute pensée pécheresse? Les gars, vous n'imaginez pas ce qui va arriver. Préparez-vous, car vous êtes sur le point de découvrir que la sexualité médiévale était si sauvage, si bizarre et si complètement folle qu'elle fait ressembler les applications de rencontres d'aujourd'hui à du catéchisme. Nous parlons d'un monde où les gens mangeaient des testicules de taureau comme du Viagra médiéval, où les couples devaient avoir des relations sexuelles devant des juges pour prouver que l'homme n'était pas une mauviette, et où l'Église catholique elle-même dirigeait le plus grand réseau de prostitution d'Europe. Oubliez tout ce que vous pensiez du Moyen-Âge. Il n'était pas réprimé, il était complètement hors de contrôle. L'histoire que vous allez entendre aujourd'hui choquera même ceux qui l'ont déjà vue. Commençons par l'une des pratiques amoureuses les plus ridicules de l'histoire de l'humanité, le regroupement. Imaginez la scène. Vous êtes un jeune couple médiéval et vos parents vous ont trouvé un conjoint potentiel. Génial, non? C'est l'heure d'un rendez-vous romantique. Faux. Il est temps de se faire enfermer dans un sac et jeter au lit avec un parfait inconnu. Le regroupement ressemblait à une soirée pyjama surveillée, mais beaucoup plus embarrassante et aux conséquences bien plus graves. Les jeunes couples étaient regroupés dans un lit, tout habillés, souvent séparés par une planche de bois pour éviter tout contact inapproprié. Parce que rien ne dit plus romantique que de dormir à côté de quelqu'un avec un morceau de bois séparant vos corps. N'est-ce pas les gars? Mais là, les choses deviennent vraiment folles. Les parents ne toléraient pas seulement ce comportement, ils l'encourageaient. Les familles invitaient littéralement leurs prétendants à passer la nuit emmitouflés chez leurs filles, pensant que c'était un moyen sûr pour les jeunes de faire connaissance. C'est comme si les parents médiévaux avaient envisagé le concept de cour chaperonnée et avaient dit « Vous savez quoi? Cela nécessite plus de retenue physique et plus de chaleur corporelle partagée. » Cette pratique était si courante que des sacs spéciaux furent fabriqués à cet effet. Il s'agit d'une véritable industrie médiévale, visant à empêcher les gens de se toucher tout en les forçant à dormir dans le même lit. La dissonance cognitive est absolument stupéfiante. Et surprise, surprise, le regroupement n'a pas fonctionné exactement comme prévu. Les données historiques montrent que les taux de grossesse chez les couples ayant pratiqué le regroupement étaient significativement plus élevés que chez les couples ayant des relations plus traditionnelles. Qui aurait cru que mettre un jeune couple hormonal dans le même lit, même avec des barrières, n'empêcherait pas la nature de suivre son cours? Le plus beau dans tout ça, les chefs religieux de l'époque se plaignaient constamment du regroupement, le qualifiant d'immoral et de dangereux, mais ils étaient incapables de l'arrêter, car il était profondément ancré dans la culture rurale. C'est comme la version médiévale des parents essayant d'interdire TikTok. Techniquement possible, mais pratiquement impossible. Les jeunes trouvaient toujours des moyens de contourner le système. Certains développèrent des techniques élaborées pour déplacer les planches de bois la nuit. D'autres créaient des codes secrets pour communiquer à travers les sacs. Et certains ignoraient tout simplement toutes les restrictions et faisaient ce qu'ils voulaient vraiment. Le plus impressionnant est que cette pratique est perdurée pendant des siècles. Des générations et des générations de familles médiévales croyaient qu'attacher leurs enfants dans des sacs était le meilleur moyen de favoriser des relations saines. Imaginez expliquer ça à quelqu'un aujourd'hui. « Ma fille, j'ai rencontré un homme vraiment bien pour toi. On va vous rencontrer et voir si ça marche. » Ce serait un sujet de thérapie pour des années. Le regroupement était tellement normalisé qu'il existait des règles sociales spécifiques sur la manière de le faire correctement. Il existait des protocoles concernant le type de vêtements à porter, le positionnement de la planche de bois et même les types de conversations appropriées pendant la nuit. Certaines régions présentèrent des variantes encore plus étranges. Dans certaines régions d'Europe, les couples étaient attachés avec une corde. Dans d'autres, ils étaient placés dans des sacs séparés, puis cousus ensemble. La créativité humaine pour créer des situations embarrassantes est vraiment impressionnante. Et le plus fou dans tout ça, de nombreux mariages nés de ce mariage ont duré des décennies et étaient considérés comme réussis selon les critères de l'époque. Apparemment, si vous pouvez dormir avec quelqu'un toute la nuit, ligoté dans un sac sans le tuer, vous êtes probablement fait pour le mariage. Si vous trouvez le chocolat et les fraises sexy, attendez de découvrir ce que les gens du Moyen-Âge considéraient comme des aliments aphrodisiaques.
Il s'agit de festins élaborés, conçus spécialement pour mettre les gens dans l'ambiance, mais avec des ingrédients qui inciteraient n'importe qui aujourd'hui à appeler les services de santé. La star absolue de la cuisine aphrodisiaque médiévale étaient les testicules d'animaux, en particulier les testicules de jeunes taureaux, de béliers et de sangliers, qui étaient considérés comme l'aliment ultime de la puissance sexuelle. Les livres de cuisine médiévaux regorgent de recettes à base de pierre. C'est ainsi qu'on appelait les testicules, car apparemment, les gens du Moyen-Âge étaient trop élégants pour dire sac. Ils les préparèrent de toutes les manières imaginables. Rôtis, bouillis, frits, réduits en poudre, mélangés à du vin. S'il existait une façon de préparer les testicules, les chefs médiévaux la trouvaient. Mais les testicules n'étaient que le début de cette folie culinaire. Les menus aphrodisiaques médiévaux comprenaient de la cervelle de moineau, car manger de minuscules cervelles d'oiseaux était censé améliorer les performances sexuelles. On servait des plats préparés à partir des organes reproducteurs de divers animaux, convaincus que manger la fertilité engendre la fertilité. C'était comme de la magie sympathique, mais avec beaucoup plus de viscères. Le commerce des épices ne se limitait pas à la saveur. Il s'agissait aussi de relations sexuelles plus épanouissantes. Le poivre, le gingembre, la cannelle et le safran étaient tous considérés comme de puissants aphrodisiaques, ce qui explique pourquoi ces épices valaient leur pesant d'or. Les gens du Moyen-Âge payèrent des fortunes pour ce qui n'était rien d'autre que du Viagra comestible. Les nobles fortunés organisèrent des festins d'amour élaborés, où chaque plat était conçu pour stimuler le désir et les performances sexuelles. Et le plus étrange, ces festins aphrodisiaques étaient souvent servis lors des réceptions de mariage. Imaginez-vous aujourd'hui à un mariage où l'on vous sert un dîner de 7 plats, composés d'organes génitaux et de cerveaux d'animaux, tous conçus pour aider les mariés à avoir de meilleures relations sexuelles plus tard. Le gâteau de mariage était souvent composé d'ingrédients comme les pignons de pin, les amandes et le miel. Non pas parce qu'ils se marièrent bien, mais parce qu'ils étaient tous considérés comme des stimulants sexuels. Les médecins médiévaux rédigèrent des traités détaillés sur la cuisine aphrodisiaque, accompagnés de recettes et d'instructions de préparation spécifiques. Nous disposons de manuscrits ressemblant à des livres de cuisine sexuelle médiévaux, avec des titres tels que de la génération du sperme et les aliments qui augmentent la luxure. Il ne s'agissait pas de textes clandestins, mais de textes médicaux légitimes, étudiés par des universitaires et des médecins. L'obsession pour les aliments aphrodisiaques devint si extrême que certains ingrédients furent interdits pendant les périodes de jeûne religieux. Non pas parce qu'ils étaient nocifs pour la santé, mais parce qu'ils étaient considérés comme trop stimulants sexuellement pour des personnes qui devraient se concentrer sur des questions spirituelles. Imaginez un monde où le poivre noir serait considéré comme de la pornographie culinaire. Certaines recettes étaient si élaborées qu'elles nécessitaient des ingrédients venus du monde entier. Un seul repas aphrodisiaque pouvait inclure des épices d'Inde, des conserves du Moyen-Orient et des viandes d'animaux exotiques d'Afrique. Les coûts étaient astronomiques. Un seul repas aphrodisiaque pour une famille noble pouvait coûter l'équivalent du salaire annuel d'un simple ouvrier. Les gens du Moyen-Âge dépensaient littéralement leur fortune dans l'espoir d'améliorer leur vie sexuelle. Et le plus ironique, c'est que nombre de ces ingrédients étaient réellement nocifs pour la santé sexuelle. Certains contenaient des toxines pouvant entraîner l'impuissance. D'autres contenaient des métaux lourds, susceptibles de provoquer des intoxications. Au Moyen-Âge, les hommes s'empoisonnaient pour améliorer leur performance sexuelle. Il y avait même des consultants culinaires spécialisés, un chef, un médecin et un sexologue, qui créaient des menus personnalisés en fonction de l'âge, de la santé et des besoins spécifiques du couple. C'était comme avoir un nutritionniste personnel, mais exclusivement dédié à votre bien-être au lit. Les classes peut-être populaires tentèrent d'imiter ces pratiques avec des ingrédients locaux et peu coûteux, créant ainsi leur propre version d'aliments aphrodisiaques. Cela conduisit au développement d'une cuisine populaire fondée sur des superstitions sexuelles. Les marchés médiévaux avaient des sections entières consacrées aux ingrédients aphrodisiaques, avec des vendeurs experts qui pouvaient conseiller les ingrédients les plus adaptés aux différents besoins sexuels. C'était comme une pharmacie, mais comestible et nettement moins efficace. Si vous trouvez gênant que vos parents rencontrent votre petit ami ou votre petite amie, imaginez qu'une salle pleine de nobles vous regarde perdre votre virginité. Bienvenue
à la cérémonie médiévale de consommation du mariage, où l'intimité n'était pas seulement déconseillée, elle était illégale pour les mariages aristocratiques. La logique derrière la consommation devant témoins était en réalité assez simple, d'une manière complètement insensée et médiévale. Un mariage n'était considéré comme juridiquement valide qu'une fois consommé, et comme les contrats de mariage impliquaient souvent des transferts massifs de terres, d'argent et de pouvoir politique, la présence de témoins était nécessaire pour prouver la consommation de l'acte. Parce que rien ne dit contrat juridiquement contraignant, comme le fait de forcer vos invités de mariage à vous regarder faire l'amour. Le processus était à la fois complexe et humiliant. Après la cérémonie, les mariés étaient escortés jusqu'à la chambre nuptiale par un cortège d'invités. La mariée était déshabillée par des femmes de sa famille, tandis que le marié l'était par des hommes de sa famille. Car, semble-t-il, au Moyen-Âge, on croyait au spectacle de striptease séparé entre les sexes. Puis vint l'événement principal. Le couple fut placé au lit, sous les yeux de témoins, généralement des nobles de haut rang, des dignitaires de l'Église et des membres de la famille qui se tenaient autour du lit. Il ne s'agissait pas d'un simple coup d'œil pour confirmer ce qui se passait. Ces témoins restèrent tout au long de la cérémonie, prodiguant parfois encouragement et conseils. Mais attendez, il y a pire. Dans certains cas, des témoins examineront les draps après coup, à la recherche de sang, comme preuve de la virginité de la mariée et de la pénétration. Imaginez devoir présenter vos draps à un jury comme si vous présentiez des preuves dans un procès, ce qui techniquement était le cas. Le plus fou, ce n'était pas réservé aux mariages royaux. Tout mariage impliquant des biens importants ou des alliances politiques pouvait nécessiter une consommation devant témoins. On parle de milliers de couples médiévaux qui devaient célébrer leur moment le plus intime devant un public composé de proches et d'inconnus. Certains couples ont tenté de contourner le système en faisant attendre des témoins devant la porte de la chambre. Mais même cette méthode n'était pas toujours acceptable. Les archives judiciaires font état de cas où des mariages ont été annulés parce que la consommation n'avait pas été dûment attestée, obligeant le couple à tout recommencer, cette fois sous une supervision adéquate. Cette pratique était si normalisée que les manuels d'étiquette médiévaux incluaient des instructions sur le comportement approprié lors des cérémonies de consommation, tant pour le couple que pour les témoins. Des règles précisaient où se tenir, quoi dire et combien de temps observer. Les galants médiévaux ont fait du voyeurisme une institution sociale officielle. Certains témoins ont pris cela très au sérieux, prenant des notes détaillées de leurs observations. Ces documents ont parfois été utilisés lors de litiges ultérieurs concernant la validité du mariage ou des questions d'héritage. L'embarras était tel que certains couples préféraient annuler leur mariage plutôt que de procéder à la consommation. Mais cela signifiait perdre tous les avantages politiques et financiers que le mariage pouvait apporter. Il y avait même des spécialistes de la cérémonie de consommation, chargés d'organiser et de superviser le processus. Ils savaient exactement combien de témoins étaient nécessaires, où les placer et comment documenter correctement l'événement. Pour rendre les choses encore plus étranges, certaines cérémonies comportèrent des rituels religieux. Les prêtres bénissaient le lit avant la consommation et des prières spécifiques étaient récitées pendant l'acte. Les peuples médiévaux ont réussi à transformer le sexe en un sacrement public. Les effets psychologiques sur les couples ont dû être dévastateurs. Nombre d'entre eux ont probablement développé une anxiété de performance permanente. D'autres ont peut-être éprouvé des difficultés d'intimité, car ils associaient le sexe à l'humiliation publique. Il est intéressant de noter que les archives montrent que certains couples qui ont subi des cérémonies de consommation en présence de témoins ont développé des liens particulièrement forts. Apparemment, survivre ensemble à une expérience aussi humiliante a créé une forme unique de complicité. Cette pratique s'est perpétuée pendant des siècles dans certaines régions, avant d'être progressivement abandonnée, à mesure que les changements sociaux rendaient plus acceptable l'idée d'intimité conjugale. Cependant, pendant des siècles, la consommation publique était considérée non seulement comme normale, mais aussi comme nécessaire à la validité du mariage. Les aristocrates médiévaux ne se contentaient pas d'avoir des relations sexuelles. Ils les organisaient comme une réunion d'entreprise, avec des astrologues et des conseillers religieux. Nous parlons d'une époque où tomber enceinte exigeait plus de planification qu'une mission de la NASA. L'obsession médiévale pour le timing de la conception reposait sur une combinaison d'astrologie, de médecine et de doctrine religieuse, qui a donné naissance au calendrier de conception le plus complexe de l'histoire de l'humanité. Les couples consultèrent les cartes astrologiques pour déterminer les alignements planétaires les plus favorables à la conception, car les gens du Moyen-Âge croyaient apparemment que les astres se souciaient de leur vie sexuelle. Selon les textes médicaux médiévaux, le meilleur moment pour concevoir était la lune croissante,
lorsque la femme était en équilibre humoral chaud et que certaines planètes étaient en position favorable. Certains textes recommandaient d'attendre les fêtes de saints spécifiques, estimant que les enfants conçus lors de ces jours saints seraient dotés de qualités particulières. Imaginez devoir vérifier 3 calendriers différents, juste pour savoir quand vous êtes autorisé à essayer d'avoir un bébé. Mais l'obsession du timing allait bien au-delà du simple choix du jour. Les médecins médiévaux donnaient des instructions détaillées sur l'heure idéale de la journée, généralement minuit, les conditions météorologiques idéales, chaudes et humides, et même l'orientation du lit, vers l'est, vers le soleil levant. Avoir des relations sexuelles est devenu un cauchemar logistique, nécessitant plus de préparation qu'un siège médiéval. Les méthodes de sélection du sexe étaient absolument insensées. Pour concevoir un garçon, les couples devaient avoir des rapports sexuels pendant la lune croissante, tandis que l'homme se ligaturerait le testicule gauche. Oui, vous avez bien lu, car au Moyen-Âge, on croyait que les garçons provenaient du testicule droit et les filles du gauche. Le niveau d'ignorance anatomique requis pour croire cela est vraiment étonnant. Des considérations religieuses compliquaient encore les choses. L'Église interdisait les rapports sexuels le dimanche, le mercredi, le vendredi, pendant le carême, l'Avent, les règles, la grossesse, l'allaitement et environ 183 autres jours de l'année. Les couples médiévaux devaient traverser un champ de mines de restrictions religieuses, juste pour trouver un jour où le sexe n'était pas considéré comme un péché. Les familles aisées faisaient appel à des spécialistes, médecins, astrologues et prêtres, pour établir des calendriers de conception personnalisés. Ces consultants en fertilité analysaient les cartes natales, les antécédents médicaux et les obligations religieuses du couple afin de déterminer le moment idéal pour concevoir. C'est comme si les gens du Moyen-Âge avaient inventé des applications de fertilité, mais avec plus de superstition et beaucoup moins de précision scientifique. La pression pour produire des héritiers selon ces calendriers élaborés était si intense que certains couples ont parcouru des centaines de kilomètres pour être au bon endroit pendant leur période de conception idéale, car apparemment, la géographie affectait également le succès de la procréation. Certains couples avaient des calendriers si compliqués qu'ils avaient besoin d'assistants personnels pour savoir quand ils pourraient concevoir. Ces calendriers prenaient en compte les phases de la Lune, la position des planètes, les jours saints, les jeûnes religieux et même l'humeur des saints patrons. La situation devint si complexe que certaines régions développèrent des industries entières autour de la planification de la conception. On trouvait des cartographes spécialisés dans les cartes astrologiques de fertilité, des scribes qui tenaient des registres des calendriers de conception et même des messagers qui informaient les couples voyageurs des conditions astrologiques favorables. Le plus étrange de tout, certaines méthodes fonctionnaient, mais pour de mauvaises raisons. Par exemple, certains calendriers médiévaux coïncidaient accidentellement avec les périodes d'ovulation, ce qui entraînait des taux de conception plus élevés et renforçait la croyance aux méthodes astrologiques. L'ironie est que toute cette complexité a probablement engendré davantage de stress, ce qui, comme nous le savons maintenant, peut réduire la fertilité. Au Moyen-Âge, on rendait la grossesse plus difficile pour la facilité. Au Moyen-Âge, les sous-vêtements étaient transformés en objets religieux, et le résultat était aussi étrange qu'on pouvait s'y attendre. Nous parlons d'une époque où le choix de vos sous-vêtements pouvait déterminer si vous aviez des enfants, et où s'habiller nécessitait de consulter un prêtre et un médecin. La ceinture de Vénus n'était pas seulement un nom poétique, c'était une véritable ceinture portée autour de la taille ou des hanches, souvent en soie ou en lin, et gravée de prières religieuses, de symboles astrologiques ou d'incantations magiques. Ces ceintures étaient censées améliorer la fertilité, garantir un accouchement sans danger et améliorer les performances sexuelles. Mais les ceintures de fertilité n'étaient que le début des accessoires sexuels médiévaux. Les femmes portaient des amulettes spéciales contenant de tout, de la poudre de corne de licorne, en réalité une défense de narval, aux pierres précieuses broyées, toutes conçues pour améliorer leur capacité reproductive. Certaines amulettes contenaient des prières écrites ou des versets bibliques, car apparemment, Dieu avait besoin de rappels écrits de ce pourquoi vous vouliez qu'il vous aide. L'accessoire de fertilité le plus étrange était la pierre de conception, une petite pierre ou un cristal que les femmes inséraient dans leurs sous-vêtements pendant les rapports sexuels, croyant qu'il les aiderait à concevoir. On pensait que différentes pierres produisaient des résultats différents, des émeraudes pour les garçons, des saphirs pour les filles et des diamants pour les jumeaux. Au Moyen Âge,
On pensait pouvoir contrôler la génétique grâce aux bijoux. Les hommes n'étaient pas en reste dans le monde des sous-vêtements magiques. Ils possédaient leurs propres accessoires de fertilité, notamment des bagues spéciales portées à des doigts spécifiques, des amulettes contenant des parties d'animaux, généralement des testicules, car les hommes du Moyen-Âge étaient obsédés par ces derniers, et même des pagnes spécialement bénies, censées améliorer les performances sexuelles. Si vous trouvez les procédures de divorce modernes humiliantes, essayez de prouver votre dysfonctionnement sexuel devant un jury composé de juges, d'experts médicaux et d'observateurs aléatoires. Bienvenue dans les procès médiévaux pour impuissance, où la vie privée était bannie et la dignité juridiquement inadmissible. Au Moyen-Âge, les procès pour impuissance étaient l'option clé dans les procédures de divorce. L'Église ayant rendu le divorce quasiment impossible, prétendre que son mari était impuissant était l'un des rares moyens pour une femme d'échapper légalement à un mariage. Mais prouver son impuissance exigeait plus que sa simple parole. Une enquête judiciaire approfondie sur sa vie sexuelle était nécessaire. Le procès était absolument insensé. D'abord, le couple était examiné séparément par des experts médicaux qui inspectaient leurs organes génitaux à la recherche de signes d'anomalies physiques. Ensuite, ils étaient interrogés sous serment sur leur passé sexuel, la fréquence de leurs tentatives et des détails précis sur ce qui se passait ou non au lit. Mais le véritable cauchemar était le procès par le Congrès. Oui, c'est bien ainsi qu'ils l'appelaient. Si l'examen médical n'était pas concluant, le tribunal pouvait ordonner au couple de tenter des rapports sexuels supervisés. Les rapports sexuels supervisés se déroulaient dans des salles spéciales, soit au palais de justice, soit dans des salles louées, sous la surveillance d'experts médicaux et de fonctionnaires judiciaires, à travers des judas ou derrière des écrans. Le couple disposait d'un temps précis pour se livrer à ces pratiques, et si l'homme ne parvenait pas à obtenir ou à maintenir une érection, le mariage pouvait être annulé. Certains hommes ont tenté de tromper le système en utilisant diverses méthodes d'amélioration, le Viagra médiéval, à base de plantes, d'animaux ou de potions magiques. Les archives judiciaires font état de cas d'hommes surpris en train de tenter d'introduire clandestinement des aphrodisiaques dans la salle d'audience, ce qui a donné lieu à des interrogatoires encore plus humiliants pour s'assurer qu'ils n'utilisaient pas d'aides artificielles. Le plus fou, ces procès pouvaient durer des mois, voire des années, et nécessiter de multiples audiences supervisées avant qu'un verdict ne soit rendu. Certains couples devaient se produire devant le tribunal des dizaines de fois, car les juges médiévaux croyaient apparemment qu'il fallait donner aux individus de multiples chances de prouver leurs compétences sexuelles. Les femmes qui s'accusaient d'impuissance subissaient leurs propres humiliations. Elles devaient prouver leur désir et leur capacité sexuelle, ce qui impliquait souvent des examens intimes et des questions détaillées sur leurs propres réactions sexuelles. On partait du principe que si un homme ne pouvait pas accomplir ses actes, c'était peut-être la faute de la femme, qui manquait de séduction ou d'enthousiasme. Les conséquences sociales des procès pour impuissance furent dévastatrices. Qu'ils soient gagnants ou perdants, tous les participants devinrent la cible des ragots et des moqueries publiques. Certains hommes choisirent d'accepter l'annulation plutôt que de poursuivre le procès, admettant ainsi leur impuissance pour éviter l'humiliation d'un test public. Voici un fait qui va vous époustoufler. L'Église médiévale ne se contentait pas de cautionner la prostitution. Elle dirigeait la plus grande opération de trafic sexuel d'Europe. Il s'agit d'une institution qui prêchait la pureté sexuelle tout en profitant secrètement du plus vieux métier du monde. Au XIIe siècle à Londres, le quartier de Southwark comptait 18 maisons closes d'agréés, employant plus d'1 millier de prostituées. Et qui était propriétaire de ces maisons closes? L'évêque de Winchester. L'implication de l'Église dans la prostitution n'était pas une activité secondaire secrète. Les dirigeants de l'Église soutenaient que la prostitution était un mal nécessaire, qui prévenait des péchés plus graves, comme le viol, l'adultère et l'homosexualité. Ils ont donc décidé de le réglementer et d'en tirer profit, tout comme le font aujourd'hui les gouvernements avec la drogue et les jeux d'argent. Le modèle économique était brillant par son hypocrisie. L'Église ne pouvait officiellement cautionner la prostitution, mais rien dans le droit canon ne l'empêchait de percevoir des loyers auprès des propriétaires de maisons closes. Les maisons closes médiévales étaient bien soumises à une réglementation ecclésiastique stricte. Les prostituées devaient respecter un code vestimentaire, travailler à des horaires précis et vivre dans des zones désignées. Il leur était interdit de travailler les jours de fêtes religieuses. Elles ne pouvaient refuser des clients sans motif et devaient
devaient se soumettre à des examens médicaux réguliers. Les arrangements financiers étaient complexes et abusifs. Les prostituées payaient un loyer à des proxénètes, qui payaient un loyer à des propriétaires, qui payaient des impôts à l'église. Il s'agissait d'un système pyramidal, avec les travailleuses du sexe à la base et les évêques au sommet. Le plus fou, l'église utilisait les profits de la prostitution pour financer des activités religieuses. L'argent gagné grâce au travail du sexe servait à construire des églises, à entretenir des monastères et à financer des fêtes religieuses. Au Moyen-Âge, les gens finançaient leur salut avec l'argent du péché. Préparez-vous maintenant à découvrir des méthodes contraceptives médiévales si bizarres, si dangereuses et si totalement inefficaces qu'elles font passer les contraceptifs modernes pour des miracles de la science. Commençons par les classiques, les testicules d'animaux. Apparemment, au Moyen-Âge, on pensait que la solution à tous les problèmes sexuels passait par les organes génitaux des animaux. Les femmes portèrent des sacs contenant des testicules de belette autour du cou, croyant que cela empêchait la conception. La logique était la suivante. Puisque les belettes étaient considérées comme sexuellement libertines, mais avaient de petites portées, leurs organes reproducteurs transmettaient cette fertilité contrôlée aux humains. Mais les bijoux testiculaires n'étaient qu'un début. La contraception médiévale incluait des potions à base de tout, des testicules de castor broyés mélangés à du vin, de la poudre de fer dissoute dans l'eau et des concoctions contenant du mercure. Oui, le métal toxique. Certaines de ces méthodes empoisonnaient les femmes pour tenter d'empêcher une grossesse, ce qui, techniquement, fonctionnait car les personnes décédées ne peuvent pas tomber enceintes. La méthode de l'éternuement était particulièrement ridicule. Les médecins médiévaux croyaient que si une femme éternuait immédiatement après un rapport sexuel, la force exercée expulserait la semence de l'homme, avant même la conception. Les femmes transportaient donc du poivre ou d'autres irritants pour provoquer les éternuements immédiatement après le rapport. Les barrières physiques étaient tout aussi absurdes. Les femmes s'introduisaient toutes sortes de choses dans le vagin avant les rapports sexuels. De la laine imbibée de miel à la crotte de crocodile, croyant que ces substances bloqueraient ou tueraient les spermatozoïdes. Certaines utilisaient un demi-citron comme cape cervicale, ce qui n'était pas totalement inefficace grâce à l'acide citrique, mais était probablement extrêmement inconfortable. Cette méthode reposait sur une information totalement erronée concernant la fertilité féminine. Les médecins médiévaux croyaient que les femmes étaient plus fertiles pendant les règles et moins fertiles en milieu de cycle, ce qui était contraire à la réalité. Ainsi, les couples cherchant à éviter une grossesse avaient des rapports sexuels au mauvais moment, garantissant ainsi une conception tout en pensant l'empêcher. La contraception magique constituait une catégorie à part entière. Les femmes portèrent des amulettes, sur lesquels étaient inscrits des sorts, transportaient des pierres spéciales ou pratiquaient des rituels élaborés, allant de la combustion d'herbes spécifiques à l'enterrement d'objets lors des pleines lunes. Certains sorts contraceptifs exigeait que la femme fasse 3 fois le tour de l'église à reculons tout en récitant des prières, car apparemment, Dieu avait besoin d'instructions très précises sur le contrôle des naissances. La méthode du sevrage existait, mais les médecins médiévaux mettaient en garde contre de graves problèmes de santé chez les hommes, notamment la folie, la cécité et la mort. Ainsi, même la seule méthode réellement efficace était déconseillée par les autorités médicales qui estimaient qu'une éjaculation incomplète empoisonnait le corps masculin. Certaines des méthodes contraceptives les plus extrêmes impliquaient une intervention chirurgicale rudimentaire ou des modifications corporelles. Les femmes s'injectaient des dispositifs permanents en métal ou en bois, souvent à l'origine d'infections mortelles. Ironie du sort, nombre de ces méthodes contraceptives médiévales augmentaient en réalité les chances de grossesse en provoquant une irritation susceptible de faciliter la fécondation ou en obligeant les couples à avoir des rapports sexuels pendant leur période les plus fertiles. Les hommes du Moyen-Âge étaient sexuellement déments. Ils ont créé une société où les jeunes couples dormaient ensemble, séparés par des planches de bois, où l'Église dirigeait des empires de prostitution tout en prêchant la pureté, et où les gens s'empoisonnaient pour éviter une grossesse. Après toute cette folie, une chose est claire, les gens du Moyen-Âge n'étaient pas du tout réprimés sexuellement. Ils étaient complètement incontrôlables, obsédés
est complètement fou en matière de sexe. Nous parlons d'une civilisation qui a transformé les rencontres en une forme de torture consensuelle, qui a mangé des testicules de taureau en pensant que cela améliorerait sa vie sexuelle et qui a littéralement payé des juges pour regarder des couples avoir des relations sexuelles afin de résoudre des conflits juridiques. L'hypocrisie était stratosphérique. La même église qui prônait la chasteté dirigeait le plus grand réseau de prostitution d'Europe. Les mêmes médecins qui mettaient en garde contre les dangers du sexe prescrivaient des festins d'organes génitaux comme traitement médical. Et les femmes, les pauvres, elles devaient évoluer dans un monde où leurs sous-vêtements étaient considérés comme des accessoires religieux, où elles pouvaient être contraintes de prouver publiquement leur aptitude sexuelle, et où les méthodes de contraception pouvaient littéralement les tuer. Mais le plus fou dans tout cela, c'est peut-être qu'une grande partie de ce que nous considérons comme moderne en matière de sexualité existait déjà au Moyen-Âge. On y trouvait les applications de rencontres, offres groupées, les conseillers conjugaux, astrologues et médecins, l'industrie du porno, art érotique religieux et même la sexothérapie, procès pour impuissance. La seule différence, ils ont fait tout cela d'une manière complètement folle, dangereuse et souvent fatale. Que nous apprend cette histoire sur la nature humaine? Qu'en matière de sexe, on est capable de croire n'importe quoi et d'essayer absolument n'importe quoi. Aussi bizarre, dangereux ou illogique soit-il, si quelqu'un vous dit que cela améliorera votre vie sexuelle, il y aura toujours des gens prêts à l'essayer. Le Moyen-Âge prouve que la répression sexuelle n'élimine pas les comportements sexuels. Elle les rend simplement plus étranges, plus dangereux et plus hypocrites. Interdire quelque chose d'aussi fondamental que la sexualité humaine ne fait pas cesser les gens. Ils trouvent simplement des moyens de plus en plus créatifs et insensé de le faire. Aujourd'hui, lorsque nous nous plaignons des applications de rencontres ou de la complexité du sexe à l'ère moderne, rappelez-vous, au moins, nous n'avons pas besoin de manger des testicules de taureau pour obtenir un rendez-vous, ni de demander à nos parents de nous attacher dans des sacs, ni de prouver nos prouesses sexuelles devant un tribunal. La prochaine fois que quelqu'un évoque le bon vieux temps, où les gens étaient plus prudes et moraux, racontez-lui cette histoire. Le Moyen-Âge était bien des choses, mais il n'était certainement pas prude. Quelle est la pratique médiévale la plus folle que vous ayez découverte aujourd'hui? Laissez un commentaire et partagez-le avec cet ami qui croit encore que les anciens étaient des saints. Il sera choqué, c'est garanti! N'oubliez pas d'aimer si cette histoire vous a époustouflé autant qu'elle m'a époustouflé quand j'ai découvert tout ça.